Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. J'ignorais que j'aurais droit ce matin à une petite séquence de coiffure en plus de la technologie. Je suis Christophe Compara pour AGFOS PME. Je suis en charge chez AGFOS PME qui est un organisme paritaire collecteur agréé ou qui était. Nous devenons un OPCO. Notre métier, notre spécialité, c'est de travailler sur la gestion des compétences sur les volets emploi et formation, accompagner les entreprises et les territoires avec comme élément d'offre de service de travailler sur, on va dire, de l'ingénierie financière et de la gestion de projet. On parle ce matin ensemble du sujet de la transformation numérique et digitale dans les entreprises et de l'impact de cette transformation sur les compétences. On a cette petite séquence qui est intitulée « Pourquoi, comment ?» parce que l'ambition de ce matin, c'est avec vous de prendre conscience de l'étendue du phénomène de la transformation numérique et de se poser, donc ça sera le premier thème, le pourquoi. Pourquoi ce qui m'arrive dans mon entreprise relève bien d'un sujet qui est celui de la transformation digitale. Et le comment, c'est le sujet de comment peut-on accompagner au changement et comment peut-on mettre en place, du point de vue de la gestion des compétences, un plan de transformation. L'élément de constat et le point de départ de notre offre de service et de la démarche, il a été une enquête qui a été menée toute fin 2017 sur un panel assez large d'entreprises de Pays de Loire et qui nous a permis de poser quelques éléments assez forts de constat. C'est une enquête qui a été menée en son temps avec notre partenaire Talenco et puis du cofinancement public de l'État de la région de l'Europe. Le sujet qui nous a frappé, c'est cette espèce d'effet toboggan qu'on voit ici, c'est-à-dire que spontanément, les entreprises se disent oui, le sujet du numérique est bien une opportunité pour moi. Et puis si on se pose la question de l'intégration de cette priorité dans un projet stratégique, est-ce que c'est une priorité? On voit qu'on commence à amorcer la piste de descente du toboggan. On n'est plus qu'à 48%. Et puis, au-delà du mode projet, on se dit finalement quels moyens ou quel calendrier on attribue à ce mode projet. Alors du coup, on voit que le budget dédié devient beaucoup plus faible. Donc, il y a un sujet dont on doit absolument se saisir. Là encore, pour rester dans les premiers résultats de cette enquête, on voit que finalement, le focus des entreprises sur le sujet de la transformation numérique, il est très indexé sur le sujet technologique. Et c'est un des enjeux de ce matin, c'est de montrer à quel point le sujet est plus vaste et le champ est plus vaste. Donc c'est le sujet technologique, c'est la présence sur le web. Et puis un premier élément, un premier point d'ancrage, c'est bien de se dire que néanmoins les entreprises ont bien conscience qu'au-delà de l'aspect, on va dire, techno, il y a comme problématique centrale de faire évoluer ces produits, ces services. Et forcément, si on veut faire évoluer ces produits et ces services, on le verra, on va s'interroger sur ce que vont devenir demain les compétences dans ce nouveau contexte. La démarche qu'on engage, qui s'appelle WINUM, est une démarche partenariale portée par les paritaires, puisque nous sommes une structure paritaire, donc dont l'ambition est à la fois de mobiliser les têtes de réseau et de mobiliser les territoires, de les sensibiliser et de les accompagner dans le déploiement de leurs projets. Pour démarrer, il nous semble qu'il est important de se poser la question des mots et de leur sens. Et donc, ce qu'on voit ici n'est pas une vérité révélée, mais c'est en tout cas la façon dont on s'est saisi du sujet de la transformation numérique pour en faire une modalité d'accompagnement des entreprises. On considère que la transformation numérique et digitale, elle est articulée autour de 4 piliers fondateurs que sont, et on va les décliner ensemble, la technologie, le client, le concurrentiel et le sociétal. L'enjeu pour nous de ce travail de pré-sensibilisation, de pré-diagnostic, c'est bien de permettre à nos interlocuteurs entreprises, aux RH, aux chefs d'entreprise, de toucher du doigt que le phénomène les irrigue déjà, qu'il les touche déjà et qu'encore une fois, il n'est pas centré uniquement sur l'aspect techno. Donc, puisque l'ambition était d'accompagner cette transformation numérique, il a bien fallu qu'on pose des définitions. Donc, sur le sujet de la technologie, qui est, en termes de notoriété spontanée, celui qui arrive le plus dans les enquêtes qu'on peut mener. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la gestion des bases de données, l'intelligence artificielle, l'arrivée basiquement dans les équipes des tablettes, la façon dont on affiche sa présence ailleurs qu'en boutique. Donc il y a un enjeu massif de l'arrivée de cette nouvelle technologie, et on le verra ensemble, qui va poser, bien entendu, du point de vue de la gestion des compétences, le sujet de l'acculturation d'un socle minimum de connaissances et de compétences des équipes sur le sujet de la technologie. Deuxième pilier fondateur de la définition de la transformation numérique, selon nous, c'est cette idée que le cœur du réacteur, c'est bien de mettre son client au cœur de la chaîne de valeur.
Si l'espace d'un instant, on se remet dans la peau des clients ordinaires que nous sommes tout au long de la journée, on voit bien que nos attentes ont absolument dérivé. Alors, il y a cette espèce d'acronyme BIOPO. Ce sont des définitions qui ont été posées par notre partenaire Talenco, au temps de notre collaboration. On parle d'un client BIOPO en disant qu'il est bavard, impatient, omni, partageur, autonome, unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le client a une relation commerciale, eh bien, il a ce souci de la partager sur les réseaux sociaux, de la rendre visible et lisible. Il est bavard. Il est impatient parce que vous et moi, on n'a pas tellement le goût maintenant d'attendre une prestation. On a surtout l'envie que la prestation apparaisse comme très unique, très rapide et qui n'appartiendrait qu'à nous. Omni au sens d'omnicanal. On est tous avec nos téléphones, nos tablettes, notre ordi. Donc l'information circule très très vite. On est partageur, on est autonome. Alors, vous savez, on a ce cas d'école, je ne sais pas moi, du vendeur d'électroménager qui a affaire à un client qui connaît peut-être encore mieux que lui la machine à laver qu'il va acheter parce qu'il a passé du temps à regarder sur Internet, il a passé du temps à regarder le retour d'expérience client. Et du coup, il se fait déjà une idée très précise de ce qu'il veut. Donc il faut que les entreprises intègrent dans leurs offres de services et dans la relation à l'autre et dans la relation au client, qu'elles soient B2B ou B2C, ces nouvelles réalités-là. Et puis ça implique forcément de repenser son business model. Pardon. Le sujet concurrentiel, c'est intéressant de se rendre compte que on évoque sur le sujet de nouvelles logiques. Les concurrents ont changé. On peut prendre l'exemple d'un fabricant de chaussures, et ce fabricant de chaussures va nous dire, il y a quelques années, quand je me suis créé, mon concurrent était comme moi un fabricant de chaussures. Donc l'enjeu, c'était la maîtrise du savoir-faire sur les coutures, sur les piqûres, sur les matières. Et puis, le temps passant, mon concurrent n'est plus tellement comme moi un faiseur de chaussures. Mon concurrent était un vendeur de chaussures. Alors, les chaussures pouvaient venir de Chine, d'Asie, de l'autre bout du monde, d'Europe. Le sujet, c'était d'être bon en marketing, de savoir accueillir son client, de créer des conditions optimales. Et puis maintenant, ce même fabricant de chaussures va me dire, moi, mon sujet principal, il n'est pas tellement au niveau de la fabrication, il n'est pas tellement au niveau de la vente, il est au niveau de la logistique. Mon concurrent, c'est un logisticien. Il s'appelle par exemple Amazon, et sa valeur ajoutée, c'est qu'il est capable en 24 heures de livrer des chaussures, là où moi, il m'en faut 3, 4, 5, 6 jours pour faire du réassort. Donc on voit bien que dans nos organisations respectives, l'impact massif, c'est qu'arrivent des concurrents dont on n'avait même pas soupçonné l'existence. C'est des gens qui sont en dehors de notre champ culturel, historique et habituel. Les délocalisations online, c'est ce qu'on voit de l'impact massif du sujet sur des métiers de prestation de services comme la banque, comme l'assurance. La relation de proximité est incarnée de façon très différente. On ne se touche plus, mais on se touche avec un média interposé, avec un canal interposé. Et puis le sujet du sociétal, on a aussi voulu l'intégrer avec ce même souci de dire posons un spectre le plus large possible de ce que peut être la transformation numérique dans les entreprises, et c'est donc d'intégrer de nouveaux comportements qui changent le rapport au monde et qui changent le rapport au travail. Puisque notre cœur de sujet, c'est la gestion de la compétence, on a tous entendu parler de ces conflits de génération, de ces visions du monde qui s'opposent, quand il s'agit, vous savez, par exemple, de recruter ou d'intégrer ce qu'on appelle communément les jeunes dans les entreprises. Les jeunes dans les entreprises aujourd'hui, ils veulent plus faire ci, ils veulent faire ceci, comme ça. Donc, on a bien de nouvelles attentes. Alors, de nouvelles attentes dans notre rapport au monde, dans notre rapport au travail, dans notre rapport à la consommation. Donc, ça veut dire qu'on se donne déjà quelques pistes, mais peut-être qu'on trouvera là des axes de réflexion pour travailler des sujets comme, par exemple, la marque employeur, qui embarque à la fois des sujets de techno et des sujets de prise en compte de ces nouvelles attentes sociétales. Donc le premier temps et le premier objectif de ce matin, c'est déjà de se donner donc quelques pistes pour se dire finalement chez moi, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je retrouve en tout ou partie l'un de ces 4 piliers? Et donc oui, faire le premier constat que effectivement ce qui m'arrive relève bien d'une transformation de fond qui est celle de notre époque et qui vient impacter les organisations et donc les compétences. On a posé un premier élément du pourquoi, on va s'interroger maintenant sur le comment. Quand on a posé le diagnostic et qu'on a donc pris conscience qu'on devait accompagner ce changement, accompagner cette transformation d'un point de vue méthodologique, comment on va s'y prendre? Eh bien, l'idée, c'est de balayer un certain nombre de domaines
qu'on pourrait scorer en fonction de l'intensité du phénomène digital dans son entreprise et de la nature de son projet, et de se dire, on pose ici des conditions de réussite sur un plan de transformation numérique. Un acte 1 qui est ce qu'on évoquait à demi-mot tout à l'heure, le sujet d'une culture digitale minimale partagée. Vous savez, y compris du point de vue des institutions, le sujet a été pendant longtemps le sujet de l'illettrisme, des savoirs de base. On est aujourd'hui à une époque où on considère qu'une culture minimale partagée relève de ces savoirs de base. Il permet d'assurer l'employabilité, la sécurisation des parcours. Donc il y a un sujet qui est comment mes équipes prennent conscience du phénomène et comment mes équipes ont ce socle minimum de compétences numériques, digitales, partagées, qui est un des premiers garants de ce plan de transformation digitale. Il faut, pour dire les choses simplement, qu'on parle tous la même langue dans l'entreprise pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Deuxième sujet, évidemment, on le voit tous dans nos organisations, c'est l'évolution des métiers, mais c'est aussi jusqu'à la création de nouveaux métiers et donc des portefeuilles de compétences qui y sont associés. À titre d'anecdote, il y a aujourd'hui des professionnels qui s'interrogent beaucoup. Alors je pense aux comptables, je travaillais avec eux récemment. Ce métier de la saisie d'informations dans un système d'information pour convertir de la donnée brute en des données comptables est un sujet dont on sait qu'il est quasi d'ores et déjà caduque. Donc on est plus que dans l'évolution des métiers, on est bien dans cette logique de transformation qui consiste à dire j'ai aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs qui exercent des compétences dans un environnement. Ces compétences, on n'en a plus besoin, ou on n'en a plus besoin de la même façon. Il faut donc que je m'interroge sur la façon dont je peux accompagner cette transformation. Donc ça veut bien dire qu'on va avoir ce travail de gestion de compétences qui consiste en permanence à faire le lien entre son projet et les compétences qui sont requises à terme, et puis les ressources qui sont aujourd'hui disponibles et déjà acquises, et de créer cette passerelle. Mais en tout cas, on est bien obligé de se mettre dans un mode projection pour se dire et admettre l'idée qu'on est dans des logiques de rupture. On a toujours au cœur de toute cette dynamique, c'est vraiment l'idée aussi d'intégrer dans ces stratégies, dans l'évolution du métier, la dimension client. On ne sait plus, on ne peut plus, c'est plus l'époque, raisonner entre nous. Alors dit comme ça vous paraît être une lapalissade, mais il y a bien un travail de fond, de prise de conscience qui est aujourd'hui nécessaire. En corollaire forcément de cette évolution des métiers et des compétences, on va se poser la question de l'organisation du travail. J'ai trouvé assez intéressant, moi, de me référer à une étude, alors qui date un peu, mais qui me paraît assez d'actualité, qui avait été faite par Orange et qui définit finalement l'organisation du travail articulée sur 3 volets. L'être, l'avoir et le faire. Et donc se poser finalement la question de la façon dont aujourd'hui on met en œuvre son travail avec quoi, voilà. Avec quoi je mets en œuvre ce travail. La question de savoir où est-ce qu'on le fait. On connaît aujourd'hui dans nos organisations les problématiques nouvelles qu'on peut avoir sur du télétravail, sur du travail à distance, sur cette nécessité, vous savez, de mobilité et d'agilité qui s'impose aux organisations et donc aux hommes. Donc intégrer cette dimension dans son plan de transformation numérique, ça fait partie des axes de réflexion qui conditionnent le succès tel qu'on l'évoquait au début. Et puis précisément la façon dont on peut faire les choses et les mettre en œuvre. Alors forcément, on s'est interrogé sur l'émergence de nouveaux métiers, on s'est interrogé sur l'organisation du travail. On est déjà à la croisée des chemins avec la nécessité de s'interroger sur le management. Il faut vraiment intégrer dans son plan de transformation cet encadrement, et cet encadrement de proximité aussi, et en particulier. Donc il faut vraiment comprendre qu'en termes opérationnels et de déploiement, on a des leviers dans l'entreprise qui s'appellent des encadrants, des managers de proximité, et qu'ils sont incontournables dans ce plan de transformation. On constate aujourd'hui qu'il y a une culture qui consiste à identifier dans des entreprises des encadrants de proximité ou des managers qui ont une légitimité du fait de leur antériorité de pratique sur le métier, qui ont une technicité qui est parfaite, mais auquel il manque parfois ou indiscutablement ou plus régulièrement
plus que ce vernis, mais en tout cas des compétences RH, des vraies compétences managériales qui sont déconnectées de la pratique du métier. Donc là, il y a un sujet central qui existe et qui préexiste même au sujet de la transformation numérique, qui est à intégrer aujourd'hui dans ce plan de transformation. On le constate, nous, en matière statistique, il y a beaucoup de fonds qui sont orientés vers ces actions de montée en compétence de ce personnel d'encadrement. Donc dans nos plans de transformation numérique, ils sont absolument incontournables parce qu'ils constituent le relais du déploiement de la stratégie de l'entreprise, qu'ils vont être le garant de sa mise en œuvre, qu'ils vont être aussi les relais des remontées d'informations du terrain, des dysfonctionnements, et qu'ils vont être cette matière, ces opérateurs qui vont permettre des ajustements permanents qui sont nécessaires au mode projet. Donc on va pouvoir cultiver avec eux du retour d'expérience sur les premières transformations qui sont mises en entreprise, et il faut donc absolument pouvoir les intégrer dans ces démarches-là. Et puis, se pose évidemment la question de l'adaptation des ressources humaines dans l'entreprise. Alors, c'est un vaste sujet, les ressources humaines, parce qu'on a encore les uns et les autres des axes de progrès sur ce sujet. On voit dans les entreprises une fonction personnelle qui est toujours parfaitement assumée parce qu'on est dans un pays où on a le culte du droit, des textes, des calculs, des lignes. Donc, les entreprises savent parfaitement gérer ces contraintes-là et absorber des contraintes nouvelles. Mais il y a aussi le sujet véritablement de la ressource humaine, c'est-à-dire ce travail permanent et récurrent d'adaptation des compétences et des ressources humaines mobilisables aux projets tels qu'ils sont définis. Donc ça interroge à la fois le dirigeant de l'entreprise sur sa capacité à rendre lisible son projet, et ça impose donc qu'il soit en capacité de temps en temps de lever le nez du guidon pour prendre un peu l'air du temps, et puis surtout donner à voir à ses salariés sur ce qu'il veut pouvoir mettre en place à moyen et long terme. Donc ça, c'est un vrai premier grand sujet. Et puis après, il y a la question des moyens dédiés, où là, les marges de progrès sont encore plus grandes, à l'animation de ces ressources humaines dans l'entreprise. Le sujet de la transformation digitale nous permet aujourd'hui de traiter des données qu'on rentre pour satisfaire à des contraintes administratives, mais qui sont pourtant des pépites en matière de qualité des personnels qui sont dans les entreprises, alors sur des données démographiques, sur des données d'ancienneté, mais aussi avec la mise en place des entretiens professionnels sur des données qui sont liées au portefeuille de compétences. Donc il faut d'une part s'inscrire dans ces démarches-là et puis ensuite se poser la question du traitement un peu massif de ces données, mode numérique, pour en faire quelque chose au service de sa politique. C'est le sujet, on l'évoquait tout à l'heure, du recrutement et du sourcing. On rencontre beaucoup d'entreprises, puisque notre travail est aussi d'accompagner l'emploi avec la mise en place des contrats en alternance ou des préparations opérationnelles à l'emploi. Beaucoup d'entreprises qui nous disent moi, j'arrive pas à recruter. Et puis quand les entreprises nous disent j'arrive pas à recruter, on se rend compte qu'il faut changer, comme on dit aujourd'hui, de paradigme, de logique. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte économique, et à tout le moins dans un bassin d'emploi et dans une région qui est plutôt dynamique, on peut s'en féliciter, mais il faut peut-être, de la même façon qu'on doit aller chercher toujours de nouveaux clients, se poser la question de l'attractivité de son entreprise quand il s'agit de chercher de nouvelles recrues. Donc ce sujet du recrutement, ce sujet de la marque employeur, il est à la fois très digital, mais il est très nécessaire pour la survie des entreprises. Il faut sans doute aujourd'hui se vivre en termes d'éléments différenciants. Qu'est-ce qui fait finalement que sur ma zone d'emploi, là où j'ai mon entreprise, mon voisin a les mêmes difficultés que moi pour recruter, mais lui, il a réussi. Et moi, je n'avance pas sur le sujet. Donc il faut ici qu'on se constitue des opportunités et qu'on apprenne à vendre notre entreprise, vendre son projet d'entreprise, pas par conviction idéologique, parce qu'on est dans cette réalité qui l'impose. De la même façon que l'entreprise, quand elle doit vivre et trouver de nouveaux clients, elle se dote de nouvelles ressources et de nouvelles initiatives pour aller chercher de nouveaux marchés. Donc c'est un sujet qui est extrêmement crucial. Poser la question de l'adaptation des ressources humaines, c'est aussi poser la question de l'innovation pédagogique et la façon dont on peut profiter de ces innovations pédagogiques pour faire plus avec le même budget ou pour faire autant avec moins de fonds. Donc il faut aussi se poser cette question-là. L'ère de la formation en présentiel telle qu'on l'a connue perdure, demeure, il a sa valeur ajoutée, mais on a peut-être d'autres modèles qui vont être du distanciel, du mix, mais qui peuvent être aussi du tutorat, de la formation en situation de travail. Donc, voilà pour ce matin. L'idée était donc de poser des éléments qui nous permettent de diagnostiquer une situation, de poser des pistes de réflexion sur ce que peut être un plan de transformation numérique. Et nous sommes,
l'opérateur, pas le seul, un des opérateurs dont la vocation est de vous accompagner sur la mise en place de projets, la recherche de partenaires et d'experts qui vous aident à déployer ces projets et des solutions d'ingénierie financière qui permettent de les déployer dans des conditions optimum. Merci de votre présence et je vous attends, stand numéro 13, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Merci.